J'aimerais bien comprendre. Alors, je vais essayer Tu as 10 minutes. pendant que Pascal met la communication. D'abord, c'est une pièce d'anthologie. C'est la première communication en anglais faite par un président à la Société française d'orthopédie. Mais donc, j'ai été autorisé par le bureau parce qu'on recevait nos amis anglais qui participaient. Et on s'est dit, si en plus du Brexit, on les oblige à parler français, ils participeront pas. Donc, j'ai été autorisé à faire en anglais il n'y a pas longtemps. Et ils ont été contents, et les Français aussi. Ils ont quand même compris. Bon, donc, tout ça pour vous expliquer. Voilà. Donc, pourquoi on garde le croisé antérieur dans les prothèses de genoux? Je vais essayer d'être rapide. C'est une idée très ancienne. Cloutier l'avait fait il y a 20 ou 30 ans parce qu'il est indéniable que quand on garde le croisé antérieur, on a une cinématique plus proche de la réalité, puisque dans les prothèses de genoux, elle est paradoxale, c'est-à-dire inversée. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais ça diminue le bras de levier des muscles et la rentabilité musculaire. Donc, si on veut faire un genou plus proche du genou natif, il vaut mieux garder le croisé antérieur. Et malheureusement, ça n'a jamais marché parce que si on regarde les statistiques, 99 peut-être 5% des prothèses de genoux, eh bien, on sacrifie le croisé antérieur. On garde parfois le postérieur, mais on sacrifie l'antérieur. Donc, il y a bien des raisons. D'abord parce que les résultats ne sont pas si extraordinaires que ça, notamment sur la flexion et sur les douleurs. Donc, cette conservation du croisé antérieur est difficile et peu gratifiante. Et probablement, le défaut des chirurgiens qui l'ont rapporté est de dire que ça marchait trop bien. Et quand on en fait un peu, ça ne marche pas aussi bien que ça. Quand est-ce qu'il faut retenir les deux croisés? Comme dirait la palisse, quand le croisé antérieur est intact, parce que s'il est déjà rompu ou détérioré par l'arthrose, le problème ne se pose plus. Il faut que ça ne soit pas une indication de prothèse unicompartimentale, parce que sinon on fait une PUC et on ne fait pas une prothèse totale. Donc, ça s'adresse à une catégorie de patients avec une arthrose tricompartimentale et un croisé antérieur intact. Et puis, si on veut vraiment leur faire plaisir, il faut quand même qu'ils soient actifs parce qu'on voudrait gagner un peu de fonction, alors que les prothèses de genoux marchent quand même déjà pas si mal. Donc, ça ne sert à rien de le faire chez un patient qui n'a pas un besoin fonctionnel particulier. Comment le faire? Eh bien, il est indispensable de respecter l'anatomie et en particulier le niveau de l'interligne pour reproduire ce mécanisme des four-bar links des deux croisés qui est assez complexe et qui ne marche que pour un niveau d'interligne donné. Deuxièmement, il faut sortir de la technique d'Insole. L'Insole avait tout basé sur les ligaments latéraux. Eh bien, si on garde les croisés, il faut apprendre à équilibrer son genou en fonction des laxités antéro-postérieures qu'on a beaucoup de mal à mesurer. Et donc, vous voyez que moi, je bénéficiais d'un système de navigation que j'ai utilisé pendant 15 ans qui permettait de mesurer au millimètre près le tiroir. Et d'ailleurs, on voit que ce n'est pas tout à fait le même sur le compartiment interne et le compartiment externe. Donc, c'est très intéressant. Et il faut faire un alignement cinématique, c'est-à-dire respecter l'anatomie osseuse, parce que si on ne respecte pas l'anatomie osseuse, ce n'est pas la peine de respecter l'anatomie ligamentaire. Donc, moi, j'y suis un peu revenu parce que j'ai décrit cette technique où on a deux hémiplateaux au lieu d'un plateau unique, comme dans les prothèses de genoux habituelles, en face d'un composant fémoral conventionnel. Donc, ça permet de poser séparément le côté externe et le côté interne en respectant le massif médial où il s'insèrent les croisés, donc qui est très précieux puisqu'on veut justement les garder. Il ne faut pas le fragiliser. Et puis, donc, on fait un alignement cinématique, c'est-à-dire en respectant au millimètre près l'anatomie osseuse. On ne fait pas d'alignement mécanique. On va reproduire l'alignement constitutionnel du patient. S'il est en varus, il sera en varus. S'il est en valgus, il sera en valgus. Et si on veut le rectifier, il faut faire une ostéotomie associée, mais il ne faut pas le corriger dans la prothèse, et c'est probablement une des premières causes d'échec des prothèses initiales. Et puis, vous voyez, dans l'intérêt de cette technique, on ne consomme pas beaucoup d'os du côté tibial avec ces deux plateaux en polyéthylène cimenté. Donc, comment je fais? Vous voyez, on fait d'abord la coupe fémorale première et puis ensuite deux plateaux séparés avec un guide extramédulaire monté pour les prothèses externes et internes et unicompartimentales. On inverse
le guide coupe. Il faut que les deux prothèses soient convergentes et après, il va falloir équilibrer les croisés et on ne peut le faire que du côté tibial puisque le côté fémoral, c'est absolument anatomique. Donc, si on veut équilibrer la tension des croisés, c'est en ajustant l'épaisseur des plateaux tibiaux. Donc, il faut apprendre à tester pour ça la laxité sagittale et ce n'est pas évident quand on n'a pas de navigation parce que ça se fait à la main et on ne sait pas quelle est la laxité sagittale physiologique. Il ne faut pas que ça soit très serré, il ne faut pas que ça soit trop laxe. Moi, je garde à peu près 5-6 mm, mais pas plus. Donc, vous voyez, sur 18 patients que j'ai opérés, qui sont des patients actifs, vous voyez, il y a 11 femmes et 7 hommes. Il y avait pas mal de varus et quelques valgus chez la femme. Et ils ont donné leur consentement pour cette technique qui est originale et pour laquelle je ne peux pas leur fournir de résultats à long terme. Donc, je leur explique que c'est un peu une technique qui leur permet de garder le croisé, mais je ne peux pas leur garantir les résultats. Alors qu'ils devraient avoir peur, normalement, la première chose qu'ils me demandent quand ils sont réveillés, c'est hey, « vous m'avez gardé mon croisé antérieur ». Donc, ils tiennent énormément et je n'ai pas eu de mal d'obtenir le consentement quand je l'ai proposé. Donc, j'ai quand même 10 cas de plus de 2 ans, 18 cas avec un recul moyen qui avoisine les 2 ans. C'est pour ça que j'hésite à le publier, c'est encore court. Et vous voyez que bon, les scores, les résultats, ça va, je n'ai pas eu de complications. Mais j'ai des patients mécontents, je vais vous en parler. Active flexion en moyenne 116 degrés, c'est honorable, mais c'est pas extraordinaire. C'est le score du genou oublié qui est finalement le meilleur parce que dans le secteur de mobilité, dans la marche, ils ont quand même une espèce de robustesse et de genou oublié. Peut-être pas dans d'autres circonstances, mais c'est vrai que j'ai un bon score de genou oublié. C'est le Forgotten John Score en anglais. Et vous voyez que les corrections ne sont pas extraordinaires parce qu'on ne corrige pas la déformation, l'alignement. On revient à l'alignement constitutionnel. Et ça, c'est une condition absolument fondamentale si on veut avoir un bon résultat. Dès qu'on veut corriger l'alignement et revenir en alignement mécanique, ça ne marche pas parce qu'on modifie l'interligne. Donc, voici ce patient. Alors, ce patient est intéressant parce que quand j'opérais du premier côté, je vais garder les deux croisés. Malgré son âge, il était très actif puisque c'est un réparateur de piano et qu'il fallait qu'il les monte dans l'escalier. Il ne fallait pas que ça lâche. Et le deuxième côté, je lui ai mis une prothèse plus classique parce qu'il avait pris sa retraite entre-temps. Donc, j'ai pu comparer les deux côtés. Il ne voit aucune différence entre les deux. Mais il y a quand même 3 patients qui ne sont pas très satisfaits et 2 pas non plus parce que d'abord, ils n'ont pas énormément de flexion. Donc, vous voyez que ça fait 3 et 2, 5 sur 18. Ils n'ont pas énormément de flexion et ils ont des tendinites. C'est ce que j'appelle les tendinites rotatoires parce que c'est les tendinites des ischio-jambiers ou la tendinite du poplité sur des genoux qui doivent tourner beaucoup plus qu'une prothèse. Une prothèse, en moyenne, ça va tourner à la rotation automatique de 7-8 degrés, alors que le genou physiologique, c'est 20 degrés. Et donc là, ils arrivent à des rotations importantes avec un condyle médial stabilisé, un condyle latéral qui se balade, qui est probablement autour de 20 degrés. Et si c'est trop, s'il n'y a pas assez de souplesse, eh bien, ils ont des tendinites rotatoires que je traite avec des infiltrations. Et comme ça marche, ça veut dire que c'est bien des tendinites. Alors, j'avais fait cette étude intéressante où je les ai appariés avec des prothèses conservant le croisé antérieur. Donc, c'est un appariement très strict, c'est-à-dire que même âge, même sexe, même BMI, index de masse corporelle, même déformation préopératoire, même stade d'arthrose, même flexion préopératoire. Donc, j'ai été chercher dans ma base de données pour les apparier. Et parce que j'ai essayé de comparer les deux. Donc, vous voyez, là, c'est la catégorie avec uniquement la conservation du croisé postérieur, une prothèse ultra-congruente, deuxième colonne, et les bicruchet retaining, les deux croisés dans la première colonne. En gros, ça donne les mêmes résultats. On a un score du genou oublié qui est quand même meilleur, vous voyez, tout en bas, en gris. Pour tous les autres scores, c'est pareil. Mais pour le gain de flexion, bien que ça ne soit pas significatif, c'est une petite série, mais il gagne moins. Le gain de flexion, c'est la flexion post-op moins la flexion pré-op. Il gagne moins que les autres genoux. Et c'est ça la pierre d'achoppement. Il y a des patients qui ont du mal à se rééduquer.
Donc ça, c'est une dame qui était contente, elle a demandé le deuxième côté avec la même technique. Vous voyez quand même qu'elle est à 6 degrés de varus, à 9 degrés de varus de l'autre côté, et celle-là, elle est parfaitement heureuse. Les autres, je les ai peut-être trop corrigés. Donc, voici cette patiente, elle partait de 13 et de 18 degrés et c'est une patiente jeune et active. Donc, je lui ai fait ces deux prothèses. La première, elle était tellement contente qu'elle m'a dit, je veux la même technique de l'autre côté. Vous voyez que dans cette cinématique, en extension, le condyle est beaucoup plus en avant que dans une prothèse normale où il est en arrière. C'est-à-dire qu'avec cette technique, on n'a pas de mouvement paradoxal. Vous voyez les rotules et vous voyez les angles finaux qui sont quand même impressionnants. Finir une prothèse de genou avec 2 degrés de varus, on se dit, c'est pas très bien. Mais voilà, il faut savoir retenir son énergie correctrice et respecter l'anatomie. Et après, si on veut faire une ostéotomie, ça c'est extra-articulaire, c'est un autre problème. Donc, j'ai essayé de voir pourquoi il y en a qui n'étaient pas contents. Donc, j'ai regardé quelle est l'importance. Ils ne sont pas contents parce qu'ils n'ont pas assez de flexion, donc l'espace en flexion est trop serré. Donc, j'ai comparé les résections des condyles postérieurs. Du côté latéral, au niveau fémoral, il n'y a pas de différence. Du côté médial, on voit qu'il y a quand même une tendance à résection d'un peu plus de condyles médial postérieur chez ceux qui sont contents, mais ça n'atteint pas le seuil de significativité. Si je rajoute maintenant la résection tibiale et que je vois donc la résection globale, condylienne postérieure et tibiale, et là je vois que chez les gens contents, j'ai réséqué plus que chez les gens pas contents par rapport à l'épaisseur de la prothèse. C'est-à-dire que j'ai créé une sorte de laxité médiale sur le plan ligamentaire collatéral qui est plus importante que chez ceux qui ne sont pas contents. Donc, bref, il semblerait que j'ai trop serré le compartiment interne chez les gens qui ont du mal à fléchir. Et c'est normal, parce que sur le compartiment interne, il y a le croisé postérieur qui s'insère et qui se tend en flexion. À un moment, j'ai pensé que ça pouvait être le condyle latéral, parce que vous voyez, dans cette vue-là, ce que je vous montre, c'est que le condyle latéral, il va chuter en forte flexion. Et donc, il est amarré au croisé antérieur. Quand on met une pièce de plastique, on rajoute de la substance en arrière si on ne met pas de pente. Et dans les condyles, dans les pucs externes, il est conseillé de ne pas mettre de pente. Mais le condyle, il ne peut pas descendre. Et donc, je pense que là, il y a certainement une hypertension en forte flexion du ligament croisé antérieur, ce qui m'a conduit à mettre un peu de pente dans le compartiment externe. Mais pourtant, pour autant, cette réflexion que je vous livre, on ne les retrouve pas dans les pucs externes où il n'y a pas de difficulté de flexion et où on ne met pas de pente. Donc, ça m'a beaucoup intrigué, si vous voulez. Et c'est là que je me suis dit, le problème vient peut-être du côté médial, parce que le croisé antérieur s'enroule sur le croisé postérieur. Et si le croisé postérieur est trop tendu, parce qu'on n'a pas fait suffisamment de résection médiale, eh bien, il est également trop tendu et ça induit une sorte d'hypertension du pivot central qui limite la flexion. Donc, c'est probablement le message qu'il faut retenir, c'est que de même qu'on disait que dans les pucs médiales, il faut laisser un peu de laxité, eh bien, dans les prothèses avec rétention des deux croisés, il faut laisser de la laxité sur le ligament collatéral médial. La stabilité du condyle médial est confiée au croisé postérieur et il ne faut pas trop le tendre et laisser le croisé postérieur faire son œuvre. Et c'est exactement les conclusions de mon collègue anglais qui fait le même type de chirurgie. Donc, en conclusion, ça restitue la cinématique, mais c'est difficile à équilibrer. C'est possible qu'on ait des bons résultats, mais ça implique donc de ne pas trop tendre les croisés. Ça, c'est une radio de Michel Berkovi qui un jour a fait ça. Et il me donne la radio 20 ans plus tard, avec une prothèse qui n'est quand même pas une prothèse moderne, mais le patient en est content. Donc, il y a une voie, mais cette voie, il faut la trouver. Parce qu'on n'a jamais décrit la technique d'équilibrage des prothèses retenant les deux croisés et on ne sait pas équilibrer les deux croisés parce qu'on n'a pas d'instrument pour faire ça à part certains systèmes de navigation. Donc, ça pourrait être un avantage en termes de fonction chez des patients jeunes et actifs sélectionnés.
mais il faut éviter de trop tendre le ligament croisé postérieur. Je vous remercie. Merci. Alors, messieurs, gardez-vous le croisé. Il y a des questions? Quelle est votre interprétation? Oui, Philippe, bravo pour ta communication. Je connais ça depuis très, très longtemps. Mais alors, une question juste très technique. Il me paraît sur certaines radios que l'encombrement fémoral est plus important que votre prothèse habituelle. Est-ce que ce n'est pas une cause de douleur, tout bête? Ça, c'est parce que tu es obligé de garder, évidemment, la partie médiane intacte. Est-ce que ça n'impose pas une taille qui sinon aurait été un peu plus petite transversalement? Voilà. Moi, je mets des prothèses plus petites quand je garde les deux croisés que quand je n'en garde qu'un seul. Donc déjà, ça, c'est la première chose, j'ai regardé. Deuxièmement, je ne sais pas si elle paraît trop grande, mais elle est faite en alignement cinématique, c'est-à-dire que tu coupes 9 mm d'os pour 9 mm de prothèse. Il faut rectifier avec l'usure. Donc, elles sont strictement à la taille mesurée sur le fémur anatomique avant les coupes. On restitue la taille. C'est ce que j'ai fait. J'ai même toutes les coupes que j'ai répertoriées. Alors, je ne sais pas pourquoi elles apparaissent trop grandes, mais normalement, elles restituent exactement l'offset postérieur, ça c'est sûr. Après, peut-être que le bouclier est un peu plus gros, pas assez anatomique, ça c'est possible. C'est une prothèse assez récente. Mais normalement, je te dis, c'est exactement à la taille mesurée du fémur. Oui, la pente tibiale semble toujours la même sur les différentes radios que nous avons vues. La pente tibiale, oui, interne et externe semble la même. Alors voilà, c'est pour ça que c'est une bonne remarque. J'ai commencé au départ à mettre, comme Philippe Cartier nous avait appris, pas de pente sur le côté externe et une pente sur le côté interne. Mais sauf qu'il avait décrit ça pour des pucs isolés avec un patin fémoral en face. Et là, je me suis mis à mettre un peu de pente du côté externe pour permettre cette chute du condyle latéral qui est nécessaire en forte flexion pour éviter une tension trop importante du croisé antérieur. Parce que le croisé antérieur, c'est un frein. Il est attaché sur le condyle latéral, il l'empêche de foutre le corps en arrière. Et donc, ça fait une sorte de cercle, le ligament à une longueur constante. Et donc, il faut que le condyle il puisse descendre un peu comme ça. Donc, comme on a un composant fémoral unique, on ne raisonne pas de la même façon que dans des bipucs. Donc, j'ai mis un peu de pente et effectivement, on se retrouve avec des pentes avoisinant la même valeur du côté externe et du côté interne. C'est la raison de l'explication. Merci Philippe pour cette excellente communication qui est tout à fait originale de la conservation du LCA. Ma question est la suivante. Les déficits de flexion ne sont-ils pas dus à une douleur résiduelle, c'est une question, liée à un conflit, un impingement entre le croisé antérieur restant et l'une des parties des condyles prothétiques? Alors effectivement, moi j'ai utilisé des condyles hypercongruents avec une encoche importante, mais ce conflit, il existe forcément et j'ai quand même un grand nombre de patients qui n'en souffrent pas du tout. Les patients qui souffrent, je les soulage avec une infiltration, soit dans le poplité, soit dans la patte doigt. Soit dans la patte doigt. Soit dans la patte doigt, ça dépend où ils ont mal. Donc, c'est ce que j'appelle les tendinites rotatoires. C'est une nouvelle pathologie. Il n'existe pas avec les prothèses de genoux classiques, puisque tout le genou recule sans tourner, ou un peu, mais pas beaucoup. Tandis que là, on restitue la rotation physiologique du genou, voire trop. Si on stabilise le condyle médial, alors dans le genou physiologique, le condyle médial, il a une petite laxité qui diminue la rotation. Il part quand même un peu en arrière, même si c'est moins que le condyle latéral. Il ne faut pas le verrouiller, parce que là, ça ne va plus. Le genou, il tourne comme ça, et donc c'est sûr qu'en plus, ils se rééduquent en plus, et ils ont des tendinites rotatoires. Merci Philippe. Alors, nous avons une question de Jean-Louis Prudon. Pourquoi relever la TTA et pourquoi ne pas implanter une PUC de chaque côté? Alors,
pas relever la TTA, tu as vu que je l'ai fait 2 fois. Bon, et puis après, je suis arrivé à le faire sans relever la TTA. Donc voilà. Au départ, j'avais un peu peur, donc c'est vrai qu'en relevant la TTA, tu es vachement bien. Mais bon, après, j'y suis arrivé sans relever la TTA, pas plus mal que les premières fois. Donc, je ne le fais pas parce que tout simplement, ce n'est pas nécessaire. Deuxièmement, c'était quoi la deuxième question? Pourquoi pas de PUC de chaque côté? Une PUC de chaque côté, c'est encore plus difficile dans mon expérience et on ne traite pas le compartiment patellaire. Parce que moi, la patella, je suis désolé, les Anglais, ils me disent English patients have no patella. Ils s'en foutent. Bon, alors ça, c'est leur formule. Mais il y a des patients qui ont des résultats incomplets parce qu'ils ont des douleurs patellaires. Donc, moi, j'aime bien traiter aussi, s'il y a une atteinte cartilagineuse et des signes patellaires, j'aime bien traiter aussi le compartiment patellaire. Le problème, c'est que c'est très difficile dans la symptomatologie préopératoire d'individualiser les signes qui reviennent au compartiment fémoro-tibiaux ou fémoro-patellaire. Il me semble que Pierre Devalet, oui, Pierre Devalet, une question. Oui, dans mes jeunes années d'installation, dans les années 90, j'ai posé plusieurs dizaines de prothèses LCS avec conservation du croisé antérieur, mais à ménisque mobile. J'ai dû arrêter uniquement parce que le fournisseur a arrêté la production de ce genre de prothèses qui étaient remarquables parce qu'elles avaient donné le composant rotatoire avec en plus des ménisques, ce qu'on appelait des ménisques mobiles, qui étaient en fait des plateaux tibiaux mobiles qui circulaient dans des rails sur un plateau complet qui échancrait pour laisser le croisé antérieur. Et le massif tibial des croisés, mais j'ai trouvé que c'était une prothèse absolument remarquable et je n'en ai jamais reprise une fois pour une luxation de ménisque, effectivement. Et c'est d'une simplicité, j'allais dire évangélique, que de changer les ménisques. Et par exemple, effectivement, on s'aperçoit qu'en diminuant l'épaisseur du ménisque, dit ménisque, du côté interne, et en laissant une petite laxité interne, on augmentait bien le résultat sur la flexion. Est-ce que vous avez cette expérience de cette prothèse qui a disparu, non pas pour des défauts de qualité, mais pour tout simplement des problèmes commerciaux, à mon avis? D'abord, je vous remercie des conclusions parce que ça correspond bien aux miennes. Donc, il ne faut pas trop serrer et laisser une laxité médiale. Alors, moi, je n'ai pas d'expérience de cette prothèse. C'est tout à fait intéressant ce que vous dites, bien sûr. Le mécanisme est un peu plus compliqué. Il y a quand même des rails qui guident les ménisques, mais c'est une expérience sûrement intéressante. Moi, j'ai opté pour 2 hémiplateaux parce que je veux vraiment conserver intact tout ce massif osseux avec l'insertion des croisés parce qu'on a décrit des fractures quand même dans les prothèses avec une barre métallique reliant les 2 plateaux. Mais voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Moi, je n'ai jamais utilisé la LCS. J'en ai une. C'est pour ça que… La dernière question sera une question de Jacques Caton. Voilà. Oui, merci beaucoup de me donner la parole. J'ai commencé mon activité de chirurgie autonome des prothèses du genou en 1979 avec la prothèse de Cloutier. Donc, j'ai mis en place plusieurs centaines de prothèses bicroisées de Jean-Marie Cloutier. Alors, bon, ce n'était pas avec 2 plateaux séparés. Les plateaux étaient reliés par un pont. J'ai arrêté pour plusieurs raisons. D'abord, j'ai arrêté parce que au bout d'une dizaine d'années, parce qu'il y avait effectivement une raideur du genou qui était importante et qu'on avait une mobilité du genou qui était inférieure à celle d'une prothèse sans conservation des ligaments croisés. Et ça, je pense que les patients avaient une rééducation qui était assez difficile. Alors, il est vrai qu'au départ, on mettait un fixateur externe pour écarter le genou, mais on n'a jamais relevé la tétère. Moi, je n'ai jamais relevé la tétère pour faire
ce type de prothèse. Par contre, au bout d'un certain nombre d'années, voire depuis 10 ans, on voit apparaître une translation latérale dans ces prothèses à conservation des croisés, probablement par un début d'usure du ligament croisé antérieur. Et j'ai remarqué sur quelques radios de Philippe Massin qu'il y a, alors est-ce que la radio était parfaitement de face ou non, qu'il y avait déjà une petite translation latérale au bout de 2 ans de recul. Et je pense que c'est comme ça que ces prothèses finissent par échouer avec cette translation latérale. Alors, j'ai remplacé effectivement les indications de prothèses bicroisées par des prothèses unicompartimentales parce que finalement, c'est à peu près les mêmes patients. L'avantage d'une prothèse de bicroisée, c'était de traiter l'arthrose fémoro-patellaire et de mettre une prothèse rotulienne. J'ai vu que Philippe ne l'a pas toujours fait. Et la question que je lui repose, est-ce qu'il va continuer cette expérience? Parce que de toute façon, je pense qu'on n'arrivera pas à améliorer la mobilité de ces prothèses bicroisées, peut-être en redessinant le patin condylien, parce que c'était des plateaux plats au niveau de la prothèse de cloutier, et il semble que les nouvelles prothèses bicroisées n'ont pas un plateau plat, mais un dessin qui est un petit peu différent. Mais je crois que les indications peuvent être remplacées par des prothèses unicompartimentales aujourd'hui. Je suis assez de l'avis de Jean-Louis Prudon là-dessus. Alors, à l'époque de Cloutier, on était dans une certaine atmosphère qui était de remettre le genou droit. C'était l'alignement mécanique. Et ça ne peut pas marcher avec la conservation des deux ligaments croisés. On n'a aucune marge de correction d'une déformation constitutionnelle quand on garde les deux croisés. Donc, maintenant, ça a repris un peu du poil de la bête parce qu'on fait un alignement cinématique. Donc, j'en ai discuté avec beaucoup les collègues anglais à l'EKS. Le problème aujourd'hui, vous faites un alignement cinématique, donc vous reproduisez l'anatomie, mais sans le croisé antérieur. Donc, vous faites un genou antérodéficient. Ça peut marcher, mais ça ne marche pas forcément toujours. Donc, on n'est plus à l'époque de Cloutier. Il faut travailler en alignement cinématique. Alors, la deuxième question que tu posais, c'était sur la flexion, c'est ça? C'était Oui, d'une part la fémoro-patellaire et d'autre part, est-ce qu'à long terme, enfin moi j'ai remplacé les indications de bicroisées par des prothèses unies finalement. Oui, mais les bi-unis, alors soit on fait une unie compartimentale, j'en ai encore repris une hier où l'indication a été poussée, il y a de l'arthrose sur les autres compartiments, en particulier sur la rotule, et au bout de 5 ou 6 années, le patient n'est pas content, il demande une totalisation. Donc, il y a des indications, on ne peut pas faire que de l'uni unicompartimentale. Après, les bi-unis, c'est encore plus difficile parce que la technique n'est pas bien codifiée. Et les résultats sur les bi-unis ne sont pas non plus extraordinaires. Alors, sur le plan de la translation latérale, ça dépend de l'inclinaison de l'interligne par rapport au sol. Ce n'est pas parce qu'on met un genou à l'alignement neutre qu'on a un alignement perpendiculaire au sol. Même Hungerford disait qu'il faut mettre un peu de varus. Donc, je pense qu'il y avait des interlignes obliques physiologiques, dynamiques, même s'ils étaient perpendiculaires d'un strict point de vue à l'axe mécanique du tibia. Et donc, ça a donné des translations latérales. Quand on considère l'inclinaison dynamique du plateau tibial par rapport au sol, eh bien, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de la morphologie du sujet et de l'alignement constitutionnel. Et donc, quand on respecte l'alignement constitutionnel, on a l'impression sur la radio d'avoir un interligne oblique, mais quand le patient marche, il devient parallèle au sol. Donc, je pense que c'est toujours cette histoire d'alignement mécanique perpendiculaire à l'axe du tibia qui fait qu'il y a des translations latérales. Merci. Henri, dernière question. Pour féliciter Philippe Massin, j'ai assisté à je ne sais combien d'innombrables symposiums, publications. Faut-il ou non conserver le ligament croisé postérieur? Ça a été des débats qui, à mon avis, d'ailleurs, à ma connaissance, ne sont pas forcément résolus maintenant, malgré 20 ans de débat. Et je pense que tu viens d'ouvrir
un nouveau débat. Faut-il ou non conserver le ligament croisé antérieur? On n'a pas fini d'en parler, je crois. Je te remercie en tout cas. C'était le thème du symposium de la SFAG. Faut-il garder le ligament croisé postérieur, hein. Mais le problème de tout ça, je vais te dire, simplement, on est ancré dans une philosophie qui est l'alignement mécanique et l'équilibrage d'Insole sur les ligaments latéraux. Et donc, on raisonne. J'ai encore fait avec un chirurgien étranger une prothèse gardant le croisé postérieur. Il était obnubilé par le varus valgus. En fait, la seule chose qui importe, c'est l'équilibrage quand on regarde les croisés, hein, pas sur le Bernstein. Quand on regarde les croisés, il faut mesurer la laxité antéro-postérieure. Et ça, on ne sait pas le faire. Parce que moi, j'avais un système de navigation qui le faisait, que je n'ai pas pu conserver, mais c'est complexe parce qu'il faut le mesurer sur le compartiment médial. On n'a pas forcément le même tiroir en latéral et en médial. Donc, c'est le compartiment médial. Quand on garde le croisé postérieur, il faut qu'on ait au moins une laxité de 6 mm qui correspond à la sacrifice du croisé antérieur. Parce que si on le tend trop, eh bien, on aura des difficultés en flexion. Donc, on peut discuter à l'infini tant qu'on ne sait pas mesurer les laxités antéro-postérieures pendant l'opération. Voilà. Bien, je vois que les débats ne sont pas finis. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous fait avancer. L'Académie est là pour ça. Alors d'abord, je voulais remercier Philippe Massin, la Sofcote et, si j'ose dire, tous les orthopédistes, parce que c'est une chirurgie qui nous fait progresser. Parce qu'on vous regarde, vous êtes une grande spécialité chirurgicale et donc on apprend les uns des autres et vos réflexions, par exemple, aujourd'hui, sont très intéressantes et on est toujours très honoré de recevoir la Sofcote. Merci beaucoup. Et merci de votre invitation.